Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui nous sommes toujours mercredi 21 décembre 2022 et je continue mes lectures digressives à partir de cet ouvrage Hegel. L'histoire est un processus menant à la liberté. Apprendre à philosopher. Voilà. Donc, je reprends la lecture où je l'avais quittée dans les vidéos précédentes. L'histoire a-t-elle une fin? C'était la question, point d'interrogation. Alors vous savez, si vous connaissez le site, euh, l'espace, euh, soit l'espace vidéo sur YouTube, soit le site internet mécaniqueuniverselle.net, que j'y défends une sorte de théorie selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Donc l'humanité est dans une évolution déterminée, en somme, avec une sorte de but final. Bon, euh, déterminée, on peut se demander si elle est déterminée par sa propre mécanique ou par un principe créateur. Moi, je pencherais plutôt par un principe créateur, par le principe qui a mis en œuvre ou qui a voulu, je ne sais pas comment on pourrait dire, ou qui a eu l'intention de cet univers, de l'apparition de cet univers, à l'intérieur duquel nous sommes, est constitué de cet univers, constitué de, de, de ce qui a mis en œuvre cet univers. Nous sommes faits de ces particules élémentaires qui constituent tout cet univers et qui se réduirait à une tête d'épingle, hein, au niveau matériel. C'est ça qui est assez particulier. Bon, voilà. Et donc, bon, je vous renvoie à la lecture du site pour savoir un peu plus précisément comment je conçois cette évolution vers la finalité et pourquoi je la pense euh, logique et identifiable, même scientifiquement identifiable. Je pense qu'on parviendra à montrer, à déterminer que l'humanité ne peut pas ne pas aller vers son ultime perfection. Nous étions des primates naturels, nous sommes à un point de cette évolution. Si on prolonge cette droite, on arrive à un état ultime de perfection. Mais en même temps, toutes les espèces cherchent à atteindre leur ultime perfection, quoi qu'il arrive. Un aigle, un moineau, un renard, voilà, toutes les espèces vivantes, même les arbres, même voilà, tout ce qui est vivant, toutes les espèces vivantes cherchent à atteindre leur, la meilleure adaptation à ce monde, la meilleure forme physique, la meilleure, etc. Pour l'homme, le but est passé à un degré supplémentaire dans l'évolution du vivant. C'est la, une sorte de perfection. Bien sûr, voilà, le corps se modifie, et là, mais ce n'est pas l'intention. Pour l'humanité, c'est atteindre le plus haut degré de compréhension, voilà, le plus haut degré de l'esprit, en somme. Et selon moi, d'après ma réflexion, mon analyse, mon calcul, cette finalité, elle est spirituelle. C'est le plus haut degré de la spiritualité. Le plus haut degré de l'esprit, c'est un degré spirituel. C'est l'accession à l'état d'extase. Voilà, le bonheur
à l'état indépassable, le bonheur suprême. L'amour à l'état le plus haut. Voilà, nous cherchons à atteindre inconsciemment le plus grand bonheur, la plus claire forme de l'amour émanée envers les autres, etc. La plus grande fraternité, la plus grande égalité, la plus grande liberté. Voilà. Et dans ces trois, et la plus grande compréhension de notre monde, et tout cela amène à l'idée que, selon moi, c'est l'extase qui est visée. Voilà, alors je reprends la lecture où j'en étais. Si la thèse de la fin de l'histoire de Hegel s'avère polémique, la version correspondante de son histoire de la philosophie peut l'être davantage encore. En effet, après avoir reconstitué le chemin parcouru par la raison et le concept depuis Héraclite et Parménide jusqu'à sa propre œuvre, Hegel conclut que l'esprit peut être satisfait de l'expression qu'il a reçue dans son propre système. Hegel considère que le travail millénaire du concept trouve son point d'orgue dans sa propre œuvre. On pourrait y voir un manque de modestie, mais c'est la conclusion cohérente de son argumentation. Il pense que celle-ci vient clore la quête que mène l'esprit pour trouver une explication adéquate de lui-même. Alors, si on comprend bien Hegel, chose qui est loin d'être facile, hein, dans la façon dont il écrit, c'est assez compliqué. On peut penser, et moi c'est ce que je pense d'ailleurs, on peut penser que Hegel a compris la finalité de l'évolution. Alors, est-ce que la finalité, c'est l'apothéose, l'esprit absolu? Pour moi, l'esprit absolu, c'est l'extase. Peut-être que ce n'est pas ce qu'il entrevoyait par Hegel. Mais en tout cas, cette idée d'esprit absolu, c'est logique qu'il le pense comme la concrétisation finale de l'histoire, en fait. Le fait de l'avoir révélé, le fait qu'il l'ait compris, je pense qu'il pensait réellement qu'il avait enfin finalement révélé cette chose-là, cette évolution. Ça signifiait pour lui le plus haut degré, évidemment, de l'histoire, la fin de l'histoire, en somme. Alors, je ne sais pas s'il avait vu que les religions avaient déjà pensé cette finalité, à travers l'idée de l'apocalypse, à travers, etc. Donc, en somme, il avait la conviction qu'il venait d'éclairer cette finalité, la quête que mène l'esprit pour trouver pour s'éclairer lui-même, pour parvenir à s'éclairer lui-même. Et sous cet angle-là, on peut penser que oui, effectivement, à mon sens, il l'a éclairé de façon complexe, mais je pense qu'il l'a éclairé. Alors, et moi je pense la même chose de la mécanique universelle. Simplement, je pense que cet éclairage a déjà été amené par les grandes religions, par les intuitions mystiques et même par les intuitions, on pourrait dire, mythiques. L'idée de la... Bon,
l'idée de la fin des temps qu'on retrouve dans les religions à travers l'Apocalypse en est une, mais l'idée de l'âge d'or, d'un système cyclique qui part d'un âge de fer, etc., qui passe par plusieurs étapes, donc un âge de corruption et qui progressivement évolue pour arriver jusqu'à un âge d'or, c'est le principe de l'évolution de l'humanité vers son ultime perfection, tout simplement. Voilà. Alors, la Méca, en fait, le travail que je développe sur la mécanique universelle est dans cette même trame, finalement. La seule chose, c'est qu'il est écrit de façon naïve, de façon simpliste, de façon basique, qui peut au fond être interprété par tous. Voilà. Ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu, c'est quelque chose qui s'est fait comme ça, parce que je n'ai pas les moyens d'écrire de façon aussi philosophique et aussi complexe que Hegel, par exemple, ou comme philosophe universitaire classique. Voilà. Donc, mais ça poursuit exactement le même but. Je continue. Tandis que le professeur Hegel poursuit ses réflexions sur la fin de l'histoire, son existence personnelle approche parallèlement de son terme. Ces dernières années à l'université de Berlin, dont il est recteur depuis 1830, se partagent entre d'intenses sessions de travail, des cours à d'impétueux étudiants, des honneurs publics et la polarisation grandissante de ses partisans, qui transforment le riche gisement de la philosophie hegelienne en doctrine qui ne contente pas toujours le maître lui-même. Voilà, et c'est justement dans sa complexité, et peut-être aussi on pourrait dire, le terme ne sera pas approprié, mais dans son archaïsme, ou dans son côté basique, il lui manquait très certainement tout un tas de progrès pour simplifier sa théorie, pour la rendre beaucoup plus simpliste, on va dire, qu'aujourd'hui on peut avoir. Aujourd'hui, on se rend compte, par exemple, c'est pour ça qu'il n'y a pas de... c'est logique, en somme, qu'une pensée comme celle de la mécanique universelle arrive maintenant. Parce que tout est clair, ça. Une fois qu'on a attrapé le fil, le bon fil de la pelote, tout se déroule et tout explique cette évolution vers son ultime perfection. Quand j'en parle un petit peu à des gens autour qui ne s'intéressent pas vraiment à la philosophie ou quoi que ce soit, eh bien, pour eux, ça devient vite évident. Ah ben oui, tu as raison, puisque voilà, là, etc. Et ils vont trouver dans la vie ordinaire, dans le monde tel qu'il se déroule, plein d'indices du fait que l'humanité va effectivement évolue, va de mieux en mieux, malgré le pire qu'on voit, malgré le fait que, ben voilà, là, on repart en guerre sur l'Europe, alors qu'on pensait que tout ça c'était derrière nous, etc. Malgré toutes ces choses-là, ou malgré le Covid, on peut même trouver à travers l'arrivée du Covid des explications de cette évolution qui démontre qu'on va vers cette évolution, vers cette ultime perfection. Et voilà, par exemple, toutes les découvertes dont Hegel n'avait pas accès, par exemple, voilà, Internet, les réseaux sociaux, à son époque, si Hegel avait eu accès à des réseaux sociaux qui tramaient, qui tissaient la toile complète de l'humanité, c'est clair que ça aurait été Très bien, d'une simplicité. j'ai trouvé ceci sur le web pour comprendre. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça?
Voilà. Donc, il aurait, pour lui, ça aurait été une évidence encore plus grande, quoi. Cette évidence, il l'aurait tout de suite, ça lui aurait sauté aux yeux, l'idée que l'humanité va effectivement vers sa perfection, vers l'unité, vers la fusion universelle, vers quelque chose qui est complètement vers cette universalité. Alors, par contre, voilà, dans la vidéo précédente, Kant pense que la démocratie, c'est la fin de l'histoire. C'est le plus haut degré de perfectionnement politique que l'humanité peut avoir. Et effectivement, c'est un des... Je l'explique dans les vidéos précédentes, et sur la mécanique universelle, la démocratie, c'est le plus haut degré politique. C'est voilà, c'est un des plus hauts degrés qu'on puisse avoir. Au-delà, à mon sens, ça serait un système qui n'aurait plus besoin de système, en somme, qui n'aurait plus besoin, où chaque être humain serait parfaitement autonome, aurait compris absolument comment il doit se comporter avec ses voisins, où aucun homme ne sera plus un loup pour l'homme, donc tout homme serait respectueux d'autrui, etc. Et on arrive dans cet état de perfection, un système de totale perfection, et qui s'approche, alors à ce moment-là, ça serait plus un système démocratique, mais ça serait plus proche des idées anarchiques, des idées anarchistes, c'est-à-dire du fait d'être, ils sont hyper responsables, hyper respectueux des autres, etc., etc. Bon, voilà, je connais pas bien la théorie anarchiste, mais ça serait plutôt ça, quelque chose où chaque individu est absolument maître de lui-même, mais par contre absolument respectueux d'autrui. Donc ça donne une humanité parfaitement finalisée. Bon, bref. Mais par contre, il ne voyait pas le côté universel, alors que Kant l'avait imaginé, cette démocratie universelle, au fond, ce système qui pourrait être universel. Et il avait raison, puisque nous sommes au bord de ce système universel. On a construit les structures, l'ONU, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, l'Organisation mondiale etc. Toutes les structures sont là. Elles sont inefficaces parce qu'elles sont abusées par les dominants, par des systèmes dominants qui ne jouent pas le jeu, qui sont simplement humains. On va dire, hein, on est juste des hommes, donc pour l'instant, on n'a pas atteint notre perfection éthique, notre perfection, voilà, on est encore, voilà, quand on peut être un peu un prédateur, quand on peut s'affirmer aux dépens d'autrui, quand on peut dominer un autre État ou une autre puissance émergente, on le fait, etc., etc. Et voilà, on est encore à ce niveau-là. Mais tout ça, c'est quelque chose qui est destiné à évoluer. C'est quelque chose qui est destiné à être dépassé. Et on le dépassera, c'est clair. On parviendra à dépasser complètement ce genre de choses parce que ça révolte. Le système, il est tout simple. Là, aujourd'hui, voilà, l'Organisation mondiale du commerce, elle est un peu dominée par le système américain, par les Chinois veulent contester ce genre de choses, essayent d'y rentrer, etc. Il y a cette lutte-là. Et bien sûr, l'ensemble du monde va dire non, mais ça, c'est pas. Il faut soit que ça soit complètement bien, et sinon, on joue plus le jeu avec tout ça. Donc, forcément, le système, par ses propres abus, va faire qu'il va se réformer. L'ONU, on voit bien que là, il est dominé par un système. Les opposants ont des droits de veto, etc. Le système ne peut pas enlever ces droits de veto ou ces systèmes qui paralysent un petit peu
ce modèle et qui empêche l'ensemble de l'humanité de vraiment pouvoir agir correctement sur cette ONU et le rendre absolument juste. On voit bien que ce n'est pas possible. Et donc, les manœuvres qui sont à l'œuvre et qui aujourd'hui ne peuvent pas passer sous peine d'anéantir le principe de l'ONU, va obligatoirement obliger l'humanité à assainir de plus en plus l'ONU pour qu'il devienne réellement, qu'il prenne sa place, qu'il prenne son autorité, qu'il ne soit plus sous l'autorité des dominants actuels que sont l'Amérique, la Chine, la Russie, les BRICS d'un côté, l'Occident de l'autre, l'Europe, etc. Voilà. Et que ça soit quelque chose de beaucoup plus, de totalement juste. Donc on construira cette chose-là. Si Hegel avait vu, si à l'époque d'Hegel, il avait vu que l'ONU, tout ça, ça avait été construit, chose dont moi je bénéficie dans ma pensée. En fait, à partir du moment où cette phrase est arrivée dans mon imagination, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, à partir de cette phrase-là, ça a été très simple, parce que le monde montre constamment des preuves que nous évoluons dans ce sens-là, et que le pire fait évoluer vers ce sens-là. Que le bien comme le mal fait évoluer, entre guillemets, un bien-mal, c'est ce que j'explique sur la mécanique universelle, mais que ces deux forces font évoluer l'humanité vers son ultime perfection. Là, le réactionnaire et progressiste font évoluer l'humanité vers sa perfection. Communisme, libéralisme font évoluer l'humanité ensemble dans ce truc. Transgressant et législateur font évoluer le droit de l'humanité vers sa perfection, etc. Donc, si même le mal, entre guillemets, ce que nous appelons le mal, fait évoluer le bien vers son ultime perfection, eh ben, c'est simple, hein, l'histoire est pliée dans ce sens-là. Voilà. Je vais finir la lecture. Hegel meurt le 14 novembre 1831, victime de l'épidémie de choléra qui frappe Berlin. Comme on l'a déjà vu, une grande partie de son œuvre n'a pas été publiée, mais uniquement transmise dans le cadre de ses cours magistraux. À partir de 1832 et jusqu'en 1840, ses disciples rassemblent tout l'enseignement laissé par le maître, une quantité impressionnante de notes qui représentent 40 tomes d'œuvres originales. À partir de ce témoignage et des travaux publiés du vivant du philosophe, c'est désormais au lecteur de déterminer si les conclusions de Hegel sont à la hauteur de son ambition. Voilà la fin de Hegel. Mais en fait, comme je m'attaque toujours au bouquin par la fin, bien souvent, curieusement, donc je vais continuer quand même mes réflexions sur Hegel. Voilà. Donc voilà pour ce chapitre. À très bientôt. Merci de votre écoute.